quel savoir professionnel dans les histoires des bibliothèques au XVIIe siècle. Alors, effectivement, au XVIIe siècle, on peut constater que sont édités un certain nombre de textes qui commencent à envisager à la fois la construction, l'aménagement, la gestion d'une bibliothèque comme étant des tâches spécifiques, avec des textes qui sont aujourd'hui considérés comme étant les premiers textes de la bibliothéconomie. Voilà, évidemment Gabriel Naudet, La vie pour dresser une bibliothèque, mais aussi en Angleterre, je ne prononcerai pas parce que mon accent anglais est détestable, mais voilà, le gardien de bibliothèque, le bibliothécaire aussi. Donc on a ce genre de texte qui commence à énoncer ce que peuvent être les tâches des bibliothécaires. Et on peut constater aussi que, à côté, dans ce même XVIIe siècle, donc avec une chronologie proche, on voit paraître des textes que j'ai qualifiés, vous allez voir, de traités histoire des bibliothèques, qui sont relativement nombreux. Alors, on s'inscrit dans un contexte qui est un contexte à la fois de multiplication et d'évolution des bibliothèques. Depuis la fin du Moyen-Âge, avec le courant intellectuel de l'humanisme, la culture antique, à la fois les textes antiques, mais aussi un certain nombre d'aspects plus généraux de la culture antique, ont été réintégrés à la culture des élites socio-culturelles et sociopolitiques en Europe, et cela a réactivé l'idéal de la bibliothèque d'Alexandrie. Grande fondation princière, collection encyclopédique qui nourrit la recherche, voilà. Et ces histoires traitées, ou traités historiques selon les cas, dessinent les jalons d'une histoire des bibliothèques depuis l'Antiquité, articulée à un panorama des bibliothèques contemporaines, toujours présentées comme étant les plus belles ou les plus célèbres, pour mettre en perspective les établissements contemporains par rapport aux grands modèles antiques d'Alexandrie, mais aussi de Rome et de Constantinople. Ils construisent la bibliothèque comme étant un élément essentiel de la civilisation, en même temps que l'accomplissement ultime de la puissance princière, puisque la bibliothèque doit permettre aux princes, au-delà du pouvoir politique et de la conquête militaire, de gagner une réputation pour l'éternité dans le monde intellectuel. On a donc cette production qui n'est pas initialement destinée aux bibliothécaires. Et c'est explicitement dit dans la plupart des avis, préfaces, adresses de ces ouvrages. C'est destiné, d'une part à la fois à des princes et collectionneurs notamment, mais aussi à des lettrés qui ont l'usage des bibliothèques, aux voyageurs qui veulent éventuellement les visiter, mais aussi aux bibliothécaires. Les bibliothécaires ne sont donc qu'un des publics possibles de ces textes. Mais les bibliothécaires les ont, je dirais, intégrés à... Alors, j'ai utilisé le terme de culture bibliothécaire qui est évidemment anachronique, hein, on ne trouve pas ce genre de formule au XVIIe siècle, mais les ont intégrés à ce qui appartient à leur culture, et on trouve ces textes systématiquement associés, hein, notamment à celui de Gabriel Naudet et à quelques textes du même genre, dans des bibliographies. Je m'appuie ici, par exemple, sur la bibliographie critique de Bayet. Bayet, qui non seulement fut un lettré, mais fut lui-même aussi un bibliothécaire, et qui, dans sa grande bibliographie critique et thématique, a construit un chapitre de ceux qui ont écrit sur la manière de dresser une bibliothèque, et il y associe Gabriel Naudet et les textes sur lesquels je vais travailler. Et non seulement dès la fin du XVIIe siècle, donc Bayet publie son Jugement des savants dans les années 1680, il a été republié jusqu'aux années 1720-1730, mais dans les ouvrages de bibliothéconomie, cette fois, qui commencent à paraître au XIXe siècle, eh bien, on renvoie à ces textes de la même manière, et certains d'entre eux sont même partiellement réédités dans le cadre de ces manuels de bibliothéconomie en France, mais pas seulement en France, au moins dans la première moitié du XIXe siècle, exceptionnellement au-delà. Ainsi, on peut considérer que ces textes ont été tenus comme
utile aux bibliothécaires comme apportant aux bibliothécaires une culture professionnelle importante. Ce ne sont effectivement pas des manuels et on peut se demander quel savoir professionnel ils fournissent aux bibliothécaires et ce qu'ils nous disent aussi indirectement de l'identité professionnelle des bibliothécaires au XVIIe siècle. Alors pour traiter de ces ouvrages, je commencerai par vous présenter mon corpus. Je n'ai pas pris l'ensemble de ces ouvrages, j'en ai retenu 4. Puis je vous apporterai un certain nombre d'éléments qui, je l'espère, vous convaincront sur la place que tiennent d'abord les bibliothécaires dans ces ouvrages, ces histoires traitées. Et on verra que les bibliothécaires ne sont pas au centre du discours, clairement. Ce qui rend la chose un petit peu plus compliquée, mais que, bien que les bibliothécaires ne soient pas au centre du discours, ces textes dessinent quand même en creux les qualités et les compétences attendues du bon bibliothécaire. Et je conclurai sur le profil professionnel qui est ainsi dessiné des bibliothécaires au XVIIe siècle et la manière dont ces ouvrages, par leur circulation effectivement large, non seulement chez les bibliothécaires, mais au-delà, plus largement dans les élites lettrées, contribuent à la diffusion d'un idéal et jusqu'à un certain point de certains savoirs professionnels. Alors, d'abord, classiquement, je présente mon corpus. Alors, je n'ai pas utilisé tous les textes. Je parle d'une production relativement abondante à l'échelle du XVIIe siècle. Voilà. Et à l'échelle de ce type de sujet. Donc, Bayet lui-même en a repéré 14, en liste 14, donc ça en fait quand même pas mal. Et il considère d'ailleurs qu'ils se ressemblent beaucoup. Il le dit, je vous cite, « La plupart de ces auteurs se sont presque suivis et copiés les uns les autres. » Donc, je suis allée en feuilleter un certain nombre en ligne, et j'ai pu constater effectivement leur forte parenté. L'ensemble de ces textes suivent globalement un plan d'ensemble qui est comparable, c'est-à-dire qu'ils font d'abord un grand parcours chronologique des bibliothèques depuis l'Antiquité, avec des chapitres par région, bibliothèque des Égyptiens, bibliothèque des Hébreux, bibliothèque des Grecs, bibliothèque des Romains. Et puis quand on arrive à l'époque contemporaine, on est sur un parcours plutôt géographique des différentes régions de l'Europe et la présentation des plus belles bibliothèques de ces différentes régions. Donc un plan d'ensemble qui est du même ordre. Les structures des notices, puisque à l'intérieur de chacune de ces parties, ça se présente essentiellement sous la forme de notices de belles bibliothèques. Les structures des notices sont comparables, les éléments valorisés dans chaque notice, le vocabulaire employé sont proches. Ces différents traités et histoires font référence les uns aux autres, et tous se réfèrent, vous allez le voir, au premier d'entre eux, celui de Juste Lipse, que j'ai évidemment intégré à mon corpus. Ils se citent les uns les autres, parfois se reprennent en citations plus ou moins explicites, donc elles forment effectivement un ensemble de publications cohérents. Donc on peut les traiter ensemble. Alors pour mon corpus, j'ai retenu 4 titres, 2 qui ont été publiés en français et qui ont circulé en France, mais aussi un peu au-delà, et 2 qui ont été publiés en latin et qui ont circulé plus largement. L'avantage de ceux qui ont été publiés en latin, c'est qu'ils ont été suffisamment célèbres pour susciter ensuite des traductions. Parce que j'ai fait du latin pendant mes classes prépa, mais disons qu'un ouvrage de 300 pages en latin, ça reste quand même un peu difficile pour moi. Et ici, 2 des traités en latin, justement parce qu'ils ont beaucoup circulé, ont fait l'objet de traductions, donc j'ai pu récupérer des traductions. Et ce sont donc des textes qui ont circulé, vous allez le voir plus ou moins largement, mais qui ont tous eu plus d'une édition, et qui pour certains d'entre eux ont eu des imitations et des plagiats, ce qui, disons, est la marque de leur succès. Alors, le premier d'entre eux, c'est l'ouvrage de Juste Lipse, le De Bibliothecis Syntagma, qu'on appelle généralement le De Bibliothecis, qui est publié en 1602 dans une édition relativement coûteuse, in quarto, grand format, belle édition, élégante, dédiée au duc Charles de Croix. Alors, Juste Lipse, c'est un intellectuel
Il a fait une brillante carrière académique, il a enseigné la rhétorique, l'histoire, la littérature latine dans différentes universités européennes. Il a publié des auteurs antiques dans des éditions critiques, notamment des auteurs latins dans des éditions critiques. Au moment où il publie cet ouvrage, il est en poste à Louvain, mais dans sa jeunesse, il a séjourné plusieurs années à Rome. Et à l'occasion de son séjour à Rome, eh bien, il s'est notamment lié d'amitié avec des bibliothécaires romains, notamment avec Fulvio Orsini, dont je vous reparlerai en passant, qui était le bibliothécaire du palais Farnèse. Et disons qu'il a eu de cette manière-là une approche plus intérieure des bibliothèques et de la gestion des collections. Alors, c'est un ouvrage qui a eu un succès réel et auquel on fait référence de manière quasiment systématique pendant 2 siècles, voire davantage, puisqu'il est encore réédité et traduit au début du XIXe siècle. Après la première édition, on a 2 rééditions légales, là encore, en grand format. Mais il y a eu au moins 4 copies illégales en petit format, ce qui est réellement l'indice du succès d'un ouvrage. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui se vend bien, et évidemment, des éditeurs rééditent le texte sans en avoir la permission, en plus petit format, à moindre prix, pour le diffuser plus largement. Donc les historiens ont repéré au moins 4 éditions contrefaites en format in quarto, donc petit format. Il a aussi été réédité dans les œuvres complètes de Juste Lipse pendant tout le XVIIe siècle, et il est aussi intégré à ce que l'on appelle classiquement la collection Madère-Schmidt. C'est une collection de textes sur les bibliothèques et l'histoire des bibliothèques, de textes de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle, qui a été compilé dans un premier volume en 1665 et qui a été réédité et très fortement augmenté au début du XVIIIe siècle. Et je dirais que ça a remis en circulation un certain nombre de textes. Et la collection Madère-Schmidt fait partie, disons, des objets de référence, des textes de référence que l'on trouve dans toutes les grandes bibliothèques au XVIIIe siècle en Europe. Donc, l'ouvrage de Juste Lipse, qui lui se concentre avant tout sur les bibliothèques antiques. Il ne va pas au-delà des bibliothèques antiques. L'enjeu de son texte est avant tout de convaincre le duc Charles de Croÿ d'ouvrir une bibliothèque à l'image de celle d'Alexandrie, ou des grandes bibliothèques romaines, pour servir aux intellectuels tels que Juste Lipse, évidemment. Alors, deuxième texte, Louis Jacob, le traité des plus belles bibliothèques publiques, ou des plus belles bibliothèques de l'Europe. Il est publié en 1644 à l'occasion de la réédition de l'avis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudet. Louis Jacob a lui aussi séjourné en Italie, mais plus tardivement, dans les années 1630, à l'époque où il séjournait aussi Naudet, qui à ce moment-là y exerçait comme bibliothécaire. Et Louis Jacob, par son amitié avec Naudet, a fréquenté lui aussi, quoique n'étant pas lui-même bibliothécaire à cette date, il l'est devenu ensuite, mais à cette date il n'était pas encore bibliothécaire, mais il avait fréquenté le milieu d'un certain nombre de grands bibliothécaires, notamment de la Vaticane, mais pas uniquement à Rome. L'ouvrage se présente comme étant la continuation de Juste Lipse et le complément du traité de Naudet. Il y a donc vraiment l'idée d'une articulation entre cette histoire des bibliothèques et le traité un petit peu plus technique de Gabriel Naudet, et l'idée que les 2 aspects doivent s'articuler pour fournir une vision complète, donc par une mise en perspective historique du traité de Naudet. Alors, on en connaît 2 rééditions, et je souligne qu'il a circulé essentiellement associé à l'avis sur les bibliothèques de Naudet. Tous les exemplaires que j'ai pu repérer dans des ventes aux enchères ou dans des collections variées sont quasiment toujours, dans 90% des cas, reliés avec l'avis sur les bibliothèques de Naudet. Donc ici, on a vraiment l'association entre 2 regards sur la bibliothèque et 2 démarches de discours sur les bibliothèques. Le 3e texte, c'est celui de
Johann Lohmeyer. Johann Lohmeyer est un théologien, pasteur néerlandais, mais aussi enseignant dans ce qu'on appelle une école latine, c'est-à-dire l'équivalent d'un lycée aux Pays-Bas. Il est âgé d'une trentaine d'années au moment de la première édition de son De Bibliothecis, qui lui aussi se situe directement et explicitement dans la lignée de l'ouvrage de Juste Lipse, qui veut en prendre la suite. Et il en a fait une deuxième réédition, enfin plutôt une deuxième édition légale, très fortement augmentée en 1680, et notamment très fortement augmentée concernant le panorama des plus belles bibliothèques contemporaines. Et je précise qu'entre les deux éditions, il a exercé comme bibliothécaire. Il semblerait que la première édition du petit traité lui ait valu le poste de proviseur, si l'on peut dire, de l'école latine de Zutphen et en même temps de bibliothécaire, où il a exercé pendant 5 ans avant de revenir ensuite à des fonctions de pasteur. L'ouvrage a lui aussi connu un certain succès, puisqu'on lui connaît au moins 2 éditions contrefaites, et qu'il a été lui aussi partiellement repris, notamment les chapitres centraux sur les bibliothèques antiques et les bibliothèques modernes ont été intégrés dans la collection Maderschmidt et donc remis en circulation au XVIIIe siècle. Enfin, le 4e texte que j'ai retenu, c'est celui de Le Gallois. Alors sur la vie de Le Gallois, je vous en parlerai un petit peu moins, tout simplement parce que le personnage est difficile à identifier et que clairement il y a des hésitations sur lui. S'agit-il de Pierre Le Gallois ou de François Le Gallois? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est celui qui était lié à l'Académie Bourdelot, donc plutôt scientifique, ou est-ce que c'est celui qui a exercé quelques années à la Bibliothèque royale? On ne le sait pas exactement. Voilà. On l'identifie de manière un petit peu floue. Ce traité des plus belles bibliothèques est paru en plusieurs éditions, dont plusieurs portent en fait le titre « Traité historique des plus belles bibliothèques ». Donc le titre a un petit peu varié, la dimension historique est bien présente. Et il se présente là aussi explicitement comme la suite de Juste Lipse, et il renvoie aussi à Lohmeyer qu'il a lu et qu'il cite explicitement. Donc, il y a eu 2 éditions légales en 1680 et 1685, au moins, je dis bien au moins parce que c'est pas toujours facile de les identifier, 2 éditions contrefaites, là aussi dans la fin des années 1680, j'aurais dû mettre les dates. Le texte a été repris en fait sous forme de plagiat, donc sous un titre différent et sous un nom d'auteur différent, en 1713. C'est le traité sur les études complété par un discours sur les bibliothèques de Limier, mais c'est un plagiat direct du traité de Le Gallois, plagiat qui lui-même a été réédité en 1716 et qui a été traduit en anglais en 1739. Donc on a ici un ensemble de textes qui réellement à la fois prennent la suite les uns des autres, présentent une démarche comparable et se présentent comme disons, complémentaire d'un regard plus technique sur les bibliothèques et qui, sans s'adresser explicitement aux bibliothécaires, peuvent aussi comporter des éléments des parties qui s'adressent aux bibliothécaires. Ainsi, dans l'ouvrage de Le Gallois, il y a à la fin un discours sur la manière de dresser une bibliothèque et un avis aux bibliothécaires qui complète l'ouvrage. Donc ces ouvrages ne sont pas explicitement et exclusivement adressés aux bibliothécaires, mais ils ont quand même cette visée de manière plus ou moins explicite dans leur texte, et ils ont été effectivement associés à un corpus de textes utilisés par les bibliothécaires. Leurs auteurs, comme je l'ai souligné, n'ont pas forcément tous d'expérience comme bibliothécaires. Certains en ont eu, mais plutôt après avoir rédigé ces ouvrages, et ils s'appuient sur des sources variées. Certaines sont effectivement des sources d'histoire des bibliothèques, ou histoire des bibliothèques particulières, mais ils s'appuient aussi sur des ouvrages d'histoire plus larges, comme les grands monuments de l'érudition ecclésiastique du XVIe siècle, comme les Annales de Baronius, qui
signalent, décrivent et racontent les bibliothèques où ils ont trouvé les sources de l'histoire pour en donner des garanties. Mais ils s'appuient aussi, par exemple, sur les guides des voyageurs, les guides du Grand Tour de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, qui invitent, disons, les notables lettrés européens à venir visiter les monuments des différents pays d'Europe et à compléter leur culture et leur formation, notamment par un parcours des bibliothèques. Certains d'entre eux y ajoutent quand même des expériences personnelles et tous le disent aussi des témoignages de bibliothécaires. Tous le disent et le montrent plus ou moins à travers leurs textes. Ils sont en correspondance avec des bibliothécaires, ils ont fréquenté des bibliothécaires et un certain nombre de bibliothécaires leur ont fourni des informations, des notes et des commentaires sans qu'ils disent toujours concrètement, parce que je dirais qu'ils ne pratiquent pas la note de bas de page de manière aussi précise que nous, mais il y a quand même des éléments d'un discours bibliothécaire qui sont intégrés à ces textes. À partir de là, on peut donc se poser la question, effectivement, des savoirs professionnels qui peuvent être transmis à travers ces ouvrages. Et dans un premier temps, je n'hésiterai pas à dire que j'ai été déçue, puisque on en avait parlé l'année dernière, quand on avait fait un premier panorama des sources possibles à exploiter. Voilà, on m'avait dit, ben voilà, puisque tu es moderniste, tu pourrais te lancer là-dessus. J'ai dit oui. Voilà, avec, disons, un certain enthousiasme et une certaine naïveté, puis j'ai commencé à les lire d'un peu plus près. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Voilà, parce que, clairement, ce sont des histoires des bibliothèques plutôt que des histoires des bibliothécaires. Les bibliothécaires, disons-le franchement, sont quand même assez peu présents dans ces textes. Donc, quand même, il y a des éléments dessus, d'abord, et une première chose, c'est que dans tous ces textes, et généralement dans les débuts de ces textes, il y a une affirmation très claire du rôle de principe et du rôle important des bibliothécaires. Dans la plupart, donc tous ces traités ont cette première partie historique, commencent donc par les bibliothèques antiques, et la plupart de ces traités, en fait, trafiquent la chronologie et mettent en tête, plutôt que à son rang chronologique, la bibliothèque d'Alexandrie. Donc la bibliothèque d'Alexandrie est généralement présentée en fait un peu plus tôt qu'elle ne le devrait dans l'ordre chronologique, puis ensuite on revient sur les bibliothèques des Hébreux, des Égyptiens, etc. Donc c'est vraiment souvent le chapitre au départ où, en tout cas, c'est un chapitre à part, un chapitre important. Et à l'occasion de la bibliothèque d'Alexandrie, il y a toujours une mise en valeur du rôle joué par les bibliothécaires de la bibliothèque d'Alexandrie, et notamment le premier d'entre eux, en tout cas mythique. Je ne vais pas rentrer ici sur la question de savoir s'ils ont existé ou pas, c'est pas l'objet du discours. Ici, l'intérêt, c'est la manière dont ils sont présentés, donc Démétrios de Phalère. Je vous ai mis ici une citation donc du texte de Louis Jacob. La bibliothèque d'Alexandrie, fontaine de toutes les sciences, par sa colossale collection, voilà, et on rappelle le nombre des volumes, mais aussi par la forme et l'âme qu'à bon droit je puis appeler le bibliothécaire, qui est l'âme vivante de ce riche trésor. Et les autres textes, Juste Lips, Lomeyer, etc., développent sur tous les talents, les compétences et le rôle joué par Démétrios de Phalère, etc., etc. Donc, d'entrée, il y a de toute façon, dans tous ces ouvrages, une valorisation du rôle des bibliothécaires. Une grande bibliothèque digne de ce nom doit avoir un bibliothécaire pour la faire vivre. À côté de ça, quand on feuillette ces ouvrages, on constate qu'il n'y a quand même pas beaucoup de bibliothécaires qui sont mentionnés. Alors, il y en a quand même quelques noms qui apparaissent au fil de telle ou telle notice. On va y trouver évidemment quelques bibliothécaires qui sont justement rentrés dans l'histoire, alors qu'ils sont des figures plus ou moins mythiques, donc Démétrios de Phalère, ou bien pour les bibliothécaires médiévaux, Guillaume de Malmesbury, voilà par exemple, donc, il y a quelques figures de ce genre. On a aussi quelques grandes figures de bibliothécaires plus récents qui ont publié. Je vous en reparlerai un peu, l'italien Angelo Rocca, l'anglais Thomas James, voilà. Et on a souvent aussi quelques bibliothécaires contemporains avec lesquels
très clairement, l'auteur est en correspondance. Voilà. Qu'il a connu, croisé, fréquenté ou avec lesquels il a échangé des lettres. Donc, en passant, ils évoquent aussi quelques bibliothécaires, je dirais, qu'ils connaissent personnellement et auxquels ils décernent quelques compliments en passant. Voilà, comme par exemple le Gallois qui évoque le père du Molinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec lequel il a travaillé. Maintenant, ce sont quelques noms qui apparaissent ici ou là. Ils ne sont pas très nombreux et surtout, la manière dont ils sont mentionnés fait qu'on a parfois des doutes. Ils sont mentionnés d'une manière qui n'est pas très spécifique, c'est-à-dire que on les mentionne sans toujours mentionner qu'ils sont bibliothécaires et on les mentionne sous une forme, sous des formulations qui sont parfois aussi attribuées à d'autres personnages. Alors, par exemple, voilà, la bibliothèque Sainte-Geneviève, je viens de l'évoquer, qui deviendra très considérable par les soins du père du Molinet. Du Molinet, alors en fait c'est du Molinet, hein, voilà, il y a une petite coquille dans le nom. On peut se dire, bah, évidemment, la manière dont il formule la chose, c'est forcément le bibliothécaire, qui est en charge de la collection et qui est en charge des acquisitions. Donc on peut se dire que la formule désigne le bibliothécaire. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé des formules tout à fait comparables qui sont utilisées pour désigner des collectionneurs, hein, de la même manière et sans plus de précision. Ainsi, Colbert, pour sa propre bibliothèque, qui n'oublie rien de tout ce qu'il faut pour l'augmenter et l'embellir, et on trouve des formules qui sont mises en parallèle et sans que le mot bibliothécaire apparaisse pour caractériser, qualifier précisément celui qui occupe ce poste. Donc, il y a des fonctions qui peuvent être exercées par le bibliothécaire ou par d'autres, ou plutôt des actions qui peuvent être menées plutôt par le bibliothécaire ou par d'autres, et on ne précise pas toujours qui est le bibliothécaire. Et inversement, on va parfois caractériser le bibliothécaire par des travaux et par des tâches qui ne relèvent pas de la bibliothéconomie, qui peuvent être des tâches d'enseignement, par exemple, ou surtout des tâches de publication. Ainsi, la bibliothèque de Colbert est sous la garde du savant Baluse, aux soins et aux lumières de qui nous devons beaucoup d'ouvrages doctes et très curieux, et il est donc assez fréquent de citer ainsi les travaux, les éditions des bibliothécaires. Le bibliothécaire est donc parfois valorisé pour tout à fait autre chose que pour ses missions dans la bibliothèque, et j'ai donc, dans le cours de ma recherche, fait un relevé systématique des noms. Et j'ai fait des recherches et il y a vraiment des noms sur lesquels j'ai hésité et c'est en faisant la recherche que je me suis rendu compte que ça n'était pas des bibliothécaires. La manière dont on en parlait dans ces textes était suffisamment ambiguë pour qu'on se dise est-ce que c'est le bibliothécaire ou pas. Donc j'ai mené l'enquête voilà, sur la vie du personnage et je me suis rendu compte, par exemple, pour Giacomo Tommasini ou Nicolas Cisner, non, ils n'ont jamais été bibliothécaires. On ne dit pas, le mot ne leur est pas accolé dans aucun des textes, mais la manière dont on en parle, je dirais, les place dans des fonctions et des tâches qui pourraient tout à fait être des tâches de bibliothécaire. On voit donc qu'il y a ici un certain flou sur l'identité professionnelle de ces bibliothécaires. Alors, ça n'est pas que ces ouvrages soient exclusivement des descriptions et des histoires des collections. Bien sûr, et ça c'est quelque chose qui a été durable dans la manière dont on a traité l'histoire des bibliothèques jusqu'à une période relativement récente. C'est d'abord l'histoire des collections, des documents et des bâtiments. Il y a même eu un colloque il y a une dizaine d'années qui mettait l'accent sur le fait que ça faisait 300 ans qu'on oubliait les bibliothécaires dans l'histoire des bibliothèques. Donc, ici, il n'y a rien d'original. Quand on parle d'une bibliothèque, on parle d'abord d'une collection. Pourtant, dans ces histoires traitées des bibliothèques, les acteurs humains sont extrêmement nombreux. Ils sont cités, ils sont valorisés, mais ce ne sont que rarement les bibliothécaires. Les acteurs humains les plus présents dans ces textes sont les collectionneurs et ou généreux donateurs, c'est-à-dire ceux qui ont contribué matériellement à l'accroissement de la collection et qui ont décidé de son usage. Alors,
cela reflète une réalité contemporaine et le fait qu'à l'époque, il n'existe pas de bibliothèque vraiment publique, c'est-à-dire, au sens plein comme aujourd'hui, des collections qui dépendraient d'un pouvoir public, disons, anonyme, institutionnel, hein, et qui serait géré pour l'usage de tous les publics. Ce qui existe, ce sont des bibliothèques privées, d'individus, d'institutions, hein, de particuliers, dont certaines sont ouvertes à un certain public, soit un public de lettrés sur invitation, soit effectivement à un large public anonyme. Tout individu peut se présenter à la bibliothèque aux jours et heures d'ouverture. Mais ça veut dire que très concrètement, l'existence même de la collection et son usage, son ouverture au public, dépendent bien d'une impulsion individuelle. Il y a bien un individu, une volonté personnelle, je dirais, à l'origine de l'existence de sa collection et de son ouverture. Ainsi, par exemple, pour ce qui devient ensuite la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, qui est gérée en fait sous l'autorité du Sénat vénitien au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe siècle, on évoque toujours le don, enfin un des premiers dons et l'impulsion donnée au XVe siècle par le cardinal Bessarion, qui a augmenté les collections, etc., etc., doublement important par à la fois les collection qu'il a permis d'augmenter et l'exemple qu'il a donné. Alors, je vous ai reproduit ici cette page du traité de Louis Jacob, qui non seulement cite les noms, mais les met visuellement en valeur, avec ces petites notes marginales. En marge, il indique à la fois, évidemment, pour qu'on puisse les repérer plus facilement en feuilletant l'ouvrage, le nom de la bibliothèque, alors qui peut être le nom de l'institution à laquelle elle est associée. Donc des fois, ça peut être la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, donc ça peut être une bibliothèque relativement anonyme, mais, ou bien le nom du donateur, du fondateur, mais il indique aussi, au fur et à mesure, le nom des collectionneurs qui ont donné. Donc le nom des collectionneurs est repérable directement en feuilletant l'ouvrage dans les marges. En revanche, aucun nom de bibliothécaire comme tel n'apparaît jamais dans la marge. Quelques noms de bibliothécaires y apparaissent parce qu'ils ont été des donateurs et des collectionneurs, pas parce qu'ils ont été des bibliothécaires. Donc les noms d'individus mis en valeur sont bien ceux des collectionneurs ou des donateurs. Ça, c'est donc à la fois le reflet de cette réalité contemporaine, c'est aussi un contexte de publication. Je l'ai évoqué pour juste l'Ips. Cela concerne aussi le traité de Louis Jacob et de manière plus indirecte, mais quand même aussi partielle, celui de Lomeyer. Ces traités visent à inciter plus ou moins directement un certain nombre de grandes personnalités, de grands collectionneurs, de princes, d'autorités à créer des bibliothèques du même type. Donc on leur fournit un certain nombre d'exemples célèbres dans lesquels se projeter. On leur montre de cette manière à quel point leur nom va s'inscrire dans l'avenir s'ils fondent le même genre de collection pour les inciter à en faire autant. Ça veut dire que dans ce contexte, le bibliothécaire n'est pas le maître de la bibliothèque. Il est le collaborateur zélé du propriétaire. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'on n'est pas dans une configuration relativement classique dans le domaine des arts ou d'autres projets économiques ou politiques, d'un prince qui projette et d'un coopérateur, technicien, ministre, zélé qui met en œuvre la volonté du prince. Avec d'un côté la volonté et de l'autre, je dirais, la technicité de l'agent d'exécution. Ici, le propriétaire est lui-même un savant. Il y a toute une construction à travers ces textes de la figure du propriétaire, du collectionneur comme savant. Il ne se contente pas de collectionner les ouvrages. Il les lit chaque fois qu'il le peut. Il passe du temps dans sa bibliothèque. Il essaye de l'organiser. Il la soigne. Il en parle avec d'autres savants. Ça veut dire que le propriétaire pourrait très bien
exercer l'ensemble des tâches du bibliothécaire. Ici, le bibliothécaire n'est pas là pour remplacer, pour apporter une compétence que le propriétaire n'aurait pas. Il est sous-entendu et parfois explicitement exprimé que le propriétaire a les compétences. Mais parce que c'est un prince, parce qu'il a d'autres affaires à gérer, il n'a pas le temps de s'y consacrer. Donc on a des développements de ce type autour d'un certain nombre de grandes figures princières dont on souligne à quel point ils ont aimé leur bibliothèque, à quel point ils y ont consacré des soins, mais évidemment les exigences de l'état, de la carrière, etc. ne leur permettaient pas. Donc on est ici sur un autre type de binôme où le bibliothécaire doit en quelque sorte être le double du propriétaire. Je vous l'ai illustré avec cette citation, Colbert, garde de la bibliothèque royale, qui, suivant en cela les nobles inclinations de son maître, ici de Louis XIV, n'oublie rien de tout ce qui est nécessaire pour la perfectionner. J'ai trouvé aussi des formules où on dit explicitement que, par exemple, tel pape a augmenté et arrangé la bibliothèque vaticane par les soins de son bibliothécaire. Mais le sujet de la phrase, c'est bien le pape. C'est le pape qui a augmenté, arrangé, soigné par les soins de son bibliothécaire. Le bibliothécaire est donc en quelque sorte le double du propriétaire, celui qui doit mettre en œuvre son projet, et le bibliothécaire est aussi celui qui est bien choisi par le propriétaire, avec l'idée ici d'une reconnaissance par le propriétaire des compétences et des qualités du bibliothécaire. Le pape Sixte IV à la Vatican l'a mis dans un plus noble lieu, l'orna d'une plus splendide structure. Alors j'ai sauté les passages où il l'a augmenté, ordonné, etc. et l'a donné en garde à des personnages d'une grande réputation et solide doctrine. Le bibliothécaire est donc celui qui est bien choisi par le propriétaire pour assumer un certain nombre de tâches que le propriétaire pourrait prendre en charge lui-même. Il en a les compétences, mais qu'il ne peut pas prendre en charge. Le bibliothécaire ici n'est donc pas vraiment défini comme ayant une compétence professionnelle spécifique, même s'il y a réellement l'idée qu'il y a certaines tâches et certaines compétences pour gérer la bibliothèque. Donc, justement, ces tâches et ces compétences, alors elles ne sont pas exprimées directement. On n'est pas ici dans un manuel. Elles sont exprimées en creux à travers l'idéal de la bibliothèque tel qu'il est répété notice après notice. On est bien sur un ensemble de notices des plus belles, des plus célèbres, des plus remarquables bibliothèques de l'Europe. Et à chaque fois, on en souligne les qualités. Et en creux se dessine la bibliothèque est ceci et cela. Le bibliothécaire doit être, pour atteindre cet idéal, ceci et cela. Donc c'est en creux à travers le discours sur les bibliothèques et ponctuellement à travers la valorisation de tel ou tel individu bibliothécaire que se dessinent les missions et les tâches plus professionnelles, plus concrètes, plus bibliothéconomiques du bibliothécaire. Alors d'abord, première chose, c'est ce qui définit de toute façon toute bibliothèque dans toutes les notices. La bibliothèque, c'est d'abord une collection et plus que ça, c'est une collection de bons livres, c'est-à-dire une collection de références, d'auteurs, de textes et d'éditions qui ont été légitimés par la communauté savante, ce que l'on appelle le réseau de la République des lettres, qui s'est formalisé depuis la toute fin du Moyen-Âge. Ça veut dire que le bibliothécaire doit être un bibliographe, il doit avoir la connaissance des auteurs de référence, il doit avoir la connaissance des éditions qui méritent d'être retenues, il doit être capable d'évaluer la qualité d'une édition. Soulignons que ce qui est envisagé ici, ce sont avant tout des achats rétrospectifs, beaucoup plus que de la veille éditoriale, même si celle-ci n'est pas exclue. Il y a des publications attendues, comme le nouveau volume d'une collection qui s'est déjà imposée dans un paysage savant,
ou de la réédition critique d'un texte par un intellectuel de renom, mais sinon les nouveautés sont envisagées avec prudence. Donc il faut attendre les retours critiques, c'est pourquoi le bibliothécaire doit maîtriser les grandes bibliographies, et tous ces traités et histoires des bibliothèques sont, citent ces grandes bibliographies de manière répétée, avec les noms des principales bibliographies et des principaux bibliographes qui sont répétés, je dirais, au moins une dizaine de fois dans chacun de ces traités ou histoires, qui sont bien présents et qui sont toujours présentés comme étant les références, avec un jeu en miroir. Ce sont des bibliographies sur lesquelles les bibliothèques s'appuient pour constituer une bonne collection, et en retour, eux-mêmes citent les bonnes bibliothèques qui ont construit de bonnes collections où on peut aller. Voilà, donc il y a un effet circulaire entre le contenu de la bibliothèque et la bibliographie qui la cite. Et je soulignerai que plusieurs des auteurs de ces traités Histoire des bibliothèques ont aussi produit des bibliographies, ou parfois ambitionné d'en produire. Le projet initial de Louis Jacob, celui qu'il n'a pas eu le temps de terminer, c'était une bibliographie universelle de tous les auteurs de France. Voilà. Et son petit traité Histoire des bibliothèques n'est qu'en fait une sorte de premier essai avant de se lancer dans ce grand traité bibliographique. Et inversement, certains des plus grands références en matière de bibliographie, comme La Croix du Maine, avaient eux aussi comme projet, qu'ils n'ont pas toujours réalisé, de rédiger ce genre d'histoire traitée des bibliothèques. Donc il y a vraiment une articulation entre la bibliographie, les références bibliographiques, et cette histoire des bibliothèques et la construction de la collection. Alors, au-delà de la bibliographie, ce qui est mis en valeur dans ces notices, c'est le côté un peu aventureux de la construction d'une bibliothèque. Il ne suffit pas d'avoir les références, il faut trouver les ouvrages à une époque où, même si le commerce de librairie s'est développé en Europe depuis l'invention de l'imprimerie, on ne peut pas tout simplement entrer dans une librairie et trouver tous les ouvrages que l'on veut simplement. Les ouvrages ne sont pas toujours présents dans toutes les librairies, toutes n'ont pas une offre complète, et surtout quand il s'agit d'achats rétrospectifs d'ouvrages qui peuvent avoir été publiés parfois relativement anciennement. Et il y a une mise en valeur dans nombre de notices, eh bien, des efforts qui ont été fournis, des voyages qui ont été faits. Il a parcouru la France, l'Italie, les Flandres, voire même des voyages encore plus aventureux dans les pays d'Orient, voilà, pour aller essayer de trouver ces ouvrages. Donc il y a, alors j'ai repris cette formule qui est traduite de Lomeyer, le bibliothécaire doit être un grand rechercheur de livres, c'est le qualificatif qu'il a appliqué à un des bibliothécaires qu'il a mis en valeur. Et puis vous voyez Olgiati à la bibliothèque ambrosienne, qui par son soin et sa diligence l'a rempli de 9000 manuscrits sans les imprimer. Et Patrick Young, recherchant tous les jours les meilleurs livres pour l'augmenter. Ça veut dire qu'il y a aussi tout simplement ici une démarche de collectionneur. Il y a la passion du collectionneur. Je dirais que le bibliothécaire n'est pas toujours un collectionneur à titre personnel, parce qu'il n'en a pas toujours les moyens, mais il est le double du propriétaire de la collection, qui est lui-même un collectionneur, et je dirais que, autant que possible, il joue le rôle du collectionneur en partant dans cette quête, voilà, du livre rare, de la bonne édition à trouver, etc., etc. Donc il y a un peu cette excitation de la chasse au trésor pour la recherche des livres, et, soulignons-le surtout, pour la recherche des manuscrits. Parmi les objets les plus recherchés, ceux qui donnent le plus de valeur à une bibliothèque, il y a les manuscrits, avec un effet qui est lié en partie à l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a permis de reproduire les textes en série, et donc, je dirais, de moins s'inquiéter de leur disparition. Mais en même temps, l'invention de l'imprimerie a entraîné, eh bien, une certaine négligence vis-à-vis de textes manuscrits, et certains d'entre eux n'ont pas été reproduits par l'imprimé. C'est pourquoi on évoque de manière répétée les manuscrits rares qui non seulement sont dans les bibliothèques, mais ont été ajoutés dans les bibliothèques, soit par leurs propriétaires, soit
par leurs bibliothécaires, avec deux types ici de manuscrits. Il y a à la fois la projection dans la figure de l'humaniste, par exemple, comme Poggio, voilà, qui a recherché et fait revivre les manuscrits des auteurs antiques, mais il y a aussi toute l'idée de rechercher des manuscrits médiévaux qui n'ont pas été imprimés et qui, parce qu'ils ne sont pas imprimés, pourraient disparaître. Or, il y a dedans des savoirs qui pourraient être encore utiles et qui ne peuvent être sauvés justement que par l'intervention du collectionneur ou du bibliothécaire qui va aller les chercher et qui va les conserver dans la bibliothèque et qui va éviter que ces savoirs qui ont existé et qui sont pour l'instant méprisés ne disparaissent, et on pourrait, grâce à cela, peut-être un jour leur redonner une valeur et une place. Alors, le rôle de ces manuscrits est donc important parce qu'ils vont pouvoir donner lieu à des impressions et pouvoir entretenir et rediffuser une culture par la publication, et aussi parce que ce sont des sources qui sont des bases de travaux et de publications. Donc j'ai évoqué ici, voilà, la bibliothèque impériale accrue par Sambucus, de laquelle ont été tirés plusieurs manuscrits qui ont servi d'originaux aux imprimés. Donc en collectant ces manuscrits, on garantit ce rôle de publication de la bibliothèque. Donc la bibliothèque est une collection, le bibliothécaire, alors, est un collectionneur parfois, il est en tout cas un collecteur actif de livres et de manuscrits. La bibliothèque est une collection précieuse et le bibliothécaire doit la conserver. Donc le bibliothécaire est désigné comme le garde de la collection, il en a le soin. Précisons qu'il n'y a pas de détails pratiques sur les procédures de sécurité ou sur l'entretien. Tout cela relève non pas du bibliothécaire, mais d'un petit personnel technique. Ainsi, on évoque à un moment, par exemple, que à la Bibliothèque Vaticane, qui a un personnel relativement nombreux, il y a le bibliothécaire, et je précise, sous lui, il y a un homme qui donne les livres au lecteur et un domestique qui les nettoie. Donc, tous les aspects, je dirais, d'entretien matériel, de sécurité, etc., ne relèvent pas spécifiquement de la compétence technique du bibliothécaire. Voilà, en tout cas, pas dans l'idéal, puisque réellement, dans nombre de bibliothèques où il n'y a qu'un bibliothécaire, il faut bien qu'il fasse tout. Mais dans l'idéal, ce n'est pas au bibliothécaire d'assumer ses tâches. Ici, on est encore dans un discours qui est un discours en creux sur la responsabilité du bibliothécaire, avec deux éléments. D'abord, effectivement, l'insistance qui est mise sur les efforts faits pour constituer cette collection. Il ne suffit pas de commander à un libraire ou à un éditeur. Il y a tous ces efforts qui ont été faits, le temps qui a été consacré, l'argent qui a été consacré, les efforts, les multiples voyages. La collection a été constituée sans rien épargner. Alors ça, c'est une formule répétitive. Je dirais qu'on la retrouve au moins 25 fois dans chacun de ces traités. C'est, je dirais, un stéréotype. Voilà, donc il y a vraiment l'effort, l'accent mis sur l'effort qui a été fait, avec en miroir la responsabilité de celui qui en a la garde. Et je souligne que dans l'avis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudet, dans le chapitre 5 sur les moyens concrets de constituer une collection, le premier conseil qu'il donne, c'est les conserver soigneusement. C'est le premier conseil. Pour constituer une bibliothèque, c'est déjà de bien conserver les livres qu'on a déjà ou les manuscrits qu'on a déjà entre les mains. Donc ici, il y a des soucis réels, voilà, et il y a une responsabilité à prendre. Et puis, il y a tout un discours dans ces histoires et traités des risques permanents, qui sont réellement encourus par ces bibliothèques. C'est-à-dire que ces bibliothèques qui, justement, réunissent des ouvrages relativement rares. Le rôle de la bibliothèque n'est pas de procurer gratuitement l'accès à des ouvrages que sinon on peut payer cher en librairie. Le rôle de la bibliothèque, c'est de donner accès à des ouvrages que l'on ne trouve pas ailleurs, à des textes qui sont introuvables. Et il y a donc, de la part des intellectuels, à la fois, je dirais, un sentiment de soulagement, l'existence de ces bibliothèques, l'ambition des collectionneurs et, je dirais,
l'action des bibliothécaires, construit ces collections et les protège, mais s'il arrive un accident, c'est une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, c'est tout un pan de la culture qui disparaît. Ce sont des collections magnifiques qui peuvent être dispersées, perdues, vendues, etc. Alors, il y a à la fois, évidemment, des épisodes rappelés de destruction politique, militaire des bibliothèques, et cela dès la bibliothèque d'Alexandrie, évidemment, et jusqu'à la grande bibliothèque palatine, qui a été détruite après le siège plutôt dispersée après le siège de Heidelberg en 1622, et qui est évoquée par tous les auteurs, sauf par Juste Lips, qui ne l'a pas vécu, mais tous les autres, évidemment, ont cet accident en ligne de mire, mais il y a aussi, au fil des notices, l'évocation de bibliothèques qui ont disparu pour d'autres raisons. Lomeyer évoque à Milan la bibliothèque des Eremitani, qui a partiellement été vendue, et le reste est mangé par les vers. Une partie de la Vaticane, qui est diminuée par fraude ou négligence humaine, et il souligne bien que c'est la partie la plus cachée de la Vaticane, celle qui est gérée directement par les papes et non pas par les bibliothécaires. Voilà. Et Pierre le Gallois met aussi l'accent sur cette partie qui dépend directement des papes et non pas des bibliothécaires, et qui a connu des déperditions. Louis Jacob évoque aussi les bibliothèques qui ont été récemment vendues à Paris et qui ont été dispersées par les héritiers, etc., etc. Donc il y a ici, je dirais, une inquiétude et une responsabilité du bibliothécaire. La bibliothèque, ça n'est pas une collection accumulée une fois pour toutes, c'est une action permanente, à la fois pour la maintenir et pour l'accroître. Alors, la bibliothèque est aussi évidemment une collection arrangée. Voilà, alors arrangée, ça veut dire ordonnée. Tous ces traités et histoires des bibliothèques commencent toujours par une définition du terme bibliothèque. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? Une bibliothèque n'est pas un amas de livres. Voilà, un amas de livres n'est rien d'autre qu'un tas. Pour qu'une bibliothèque soit une vraie bibliothèque, elle doit être organisée, ordonnée, classée. Le terme qu'on emploie à l'époque, c'est ordonnée ou arrangée. Donc effectivement, la bibliothèque doit être arrangée, et effectivement tous les quelques ouvrages techniques qui commencent à apparaître, que j'ai évoqués dans la première diapositive, consacrent tous une bonne partie de leur texte à des essais de classification. Donc c'est une évidence, et le bon ordonnancement des bibliothèques est mis en valeur dans les notices de ces meilleures et plus belles bibliothèques. Sauf que c'est pas toujours le travail du bibliothécaire. Voilà. Alors, dans certains cas, ça l'est explicitement. Voilà, comme la Bodléienne, où, grâce à Thomas James, chacun livre est rangé à sa place. Donc, effectivement, un certain nombre de bibliothécaires sont cités. Gabriel Naudet aussi, puisqu'il fut bibliothécaire de Mazarin, il a réuni et arrangé la bibliothèque de Mazarin. Donc, on a un certain nombre de bibliothécaires qui sont présentés comme ceux qui ont classé et ordonné. Mais dans d'autres cas, il y a d'autres personnages, comme ici l'arrangement de la Vaticane, qui est, dans la manière dont la phrase est construite, attribué au pape Alexandre VII comme les nouveaux ornements qu'il a mis en place, avec l'organisation des salles et les pupitres, et l'ordre de la bibliothèque est attribué au pape. Même chose pour la bibliothèque du duc de Wolfenbüttel, dont on vante la belle disposition, et là aussi, la belle disposition est clairement attribuée à l'organisation qui en a été voulue par le duc de Wolfenbüttel. Alors, il peut s'agir jusqu'à un certain point peut-être du biais des sources. Les auteurs de ce traité travaillent sur des sources indirectes, ils ne sont pas forcément informés sur l'organisation des collections, mais c'est sans doute aussi, là encore, le reflet d'un certain flou sur ce qui relève de la responsabilité spécifique du bibliothécaire. Il peut y avoir une hésitation sur la responsabilité, et notamment sur le fait que la classification est étroitement imbriquée, indissociable du classement matériel, c'est-à-dire des pupitres, des salles, des étagères, c'est-à-dire de tout ce qui relève de l'aménagement matériel, du local de la bibliothèque et de ses ornements. Or, les ornements de la bibliothèque ne dépendent pas du bibliothécaire.
le bibliothécaire n'a pas de budget pour cela, ce n'est pas lui qui décide de l'ornement, c'est bien le propriétaire. C'est pourquoi le propriétaire, en ce qu'il décide du local, de l'aménagement, du mobilier, de l'équipement matériel de la bibliothèque, est aussi parfois envisagé comme celui qui en détermine l'ordre. Cela vaut aussi jusqu'à un certain point pour le catalogue. Alors bien sûr, de la même manière que l'on vante la nécessité du bon ordre, on vante l'utilité du catalogue qui permet de faire connaître les ressources de la bibliothèque, qui permet d'en construire la réputation, qui permet aussi d'accéder plus concrètement aux ressources de la bibliothèque. Mais là aussi, la responsabilité du catalogue est un peu floue. Alors bien sûr, on cite certains catalogues, et notamment les catalogues de la Bodléienne qui ont été faits par leur bibliothécaire, Thomas James, au début du XVIIe siècle, Thomas Hyde, qui est cité dans les ouvrages plus tardifs. Mais là aussi, la responsabilité peut être floue, puisque ça peut aussi renvoyer à celui qui l'a ordonné. Ainsi, à Constantinople, l'empereur Constantin Porphyrogénète rend la bibliothèque impériale publique et fait faire une chose fort utile, un catalogue où il y avait 53 classes. Alors, je précise que nombre de catalogues édités, imprimés, sont cités dans ces histoires et traités. Certains d'entre eux sont cités en fonction du bibliothécaire qui les a rédigés. D'autres sont cités en fonction du grand personnage qui les a ordonnés, même s'ils ont été rédigés par le bibliothécaire. Comme par exemple le catalogue de la bibliothèque de Munich, ordonné par le chancelier de Bavière. Voilà, le nom du bibliothécaire comme catalogueur n'apparaît pas, et même dans certains cas, le catalogue est avant tout indiqué de manière très pratique pour qu'on puisse le donner avec le nom de son éditeur, la ville d'édition et la date d'édition, et toujours pas le nom du bibliothécaire qui l'a rédigé. Catalogue imprimé à Leipzig, c'est chez un tel, vous pouvez passer la commande directement. Mais on ne donne pas forcément le nom du bibliothécaire qui l'a rédigé. Donc, le catalogue, oui, et qui, dans un certain nombre de cas, est bien rapporté au bibliothécaire, et je dirais que ça fait partie de ses tâches, mais là encore, il y a du flou, et il y a aussi du flou parce que il y a un flottement entre catalogue et bibliographie. Dans ces ouvrages, Histoire, traité des bibliothèques, le mot catalogue revient de manière fréquente. Voilà. Il y a beaucoup de catalogues qui sont cités. Alors j'ai commencé à chercher, je me suis dit c'est formidable, de tous ces catalogues voilà, qui ont été faits, et puis je cherche le catalogue de Sander. C'est en fait la Bibliotheca Belgica, c'est-à-dire le catalogue des manuscrits de toutes les bibliothèques de la Belgique. Ça n'est pas le catalogue d'une bibliothèque, c'est bien une bibliographie. Le catalogue de James, dans certains cas, c'est bien le catalogue de la Bodléienne par Thomas James. Mais dans beaucoup de cas, le catalogue de James, c'est l'Ecloga Oxonio Cantabrigiensis, c'est-à-dire le catalogue des manuscrits conservés par les universités d'Oxford et Cambridge. C'est encore de la bibliographie. Même chose pour le catalogue de Tomasini, pour le catalogue d'Ottinger, etc., etc. Ce sont en réalité des grandes bibliographies d'un certain périmètre géographique, collection de telle région, collection de tel type d'institution, ou bibliographie thématique, comme dans le cas de Ottinger. On est ici sur une bibliographie d'ouvrages et de manuscrits pour la théologie, et notamment de manuscrits grecs et orientaux pour l'édition de la Bible et des pères grecs, etc., etc. Donc ici, on les cite comme catalogues, alors que ce sont des bibliographies. Certains d'entre eux ont été produits par des bibliothécaires, d'autres tout simplement par des savants lettrés. Le catalogue de la bibliothèque en lui-même est encore un objet un petit peu flou. L'important est en fait que l'on sache que tel ouvrage rare ou tel manuscrit se trouve dans telle bibliothèque, pas forcément par le catalogue de la bibliothèque, mais par telle bibliographie de référence qui va vous dire tel manuscrit est dans telle bibliothèque, tel manuscrit est dans telle bibliothèque. Parce que ces bibliographies localisent les titres, les éditions, les textes, les éditions et les manuscrits, elles peuvent faire usage de catalogues.
On voit donc que ces ouvrages à la fois dessinent les missions et les tâches des bibliothécaires, mais sans toujours les leur attribuer de manière, disons, spécifique et unique, hein, pas uniquement aux bibliothécaires. Ce sont des tâches et missions qui peuvent être assumées par d'autres. Enfin, et j'arrive à mon dernier point et aux dernières diapositives, la collection, la bibliothèque, est une collection utile au public. Ça, là aussi, c'est exprimé en général dès les préfaces, de manière répétée, dès la présentation de la bibliothèque d'Alexandrie. Et je vous ai mis ici une citation, « Il n'y a rien qui soit plus honorable, ni qui soit plus digne de louange que d'ériger une bibliothèque. » Particulièrement quand on se propose en cela non seulement sa propre instruction, mais aussi l'utilité du public, du moins celle des honnêtes gens, en leur permettant l'usage des livres. On a donc dans ces 4 ouvrages, de manière récurrente, une valorisation de la bibliothèque comme collection au service du public, c'est-à-dire avant tout dans l'esprit des auteurs de ces ouvrages qui sont des intellectuels, au service des intellectuels, au service de leurs travaux érudits. Alors, cette notion de public est présentée, mise en valeur sous 3 aspects dans ces ouvrages. D'abord, tout simplement par le fait qu'elles sont ouvertes au public, qu'on peut venir y travailler, qu'on peut venir en consulter les ouvrages, qu'il y a donc communication sur place des ouvrages. Dans un certain nombre de cas, eh bien, on va plus loin, et à l'exemple de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était associée à ce que l'on appelait le musée, c'est-à-dire en fait un centre de recherche, qui était associé à la bibliothèque d'Alexandrie, et où travaillaient un certain nombre de chercheurs qui étaient payés, rémunérés à plein temps, pour travailler avec les fonds de la bibliothèque d'Alexandrie et sur les fonds de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc il y avait, disons, un laboratoire de recherche qui était associé à la bibliothèque d'Alexandrie et qui était financé par le pharaon, de la même manière que la bibliothèque. Et ces traités valorisent, alors évidemment de manière plus rare, parce que ça n'est pas un modèle aussi fréquent, mais valorisent aussi les quelques cas de grandes fondations princières où, associés à la bibliothèque, il y a quelques intellectuels pensionnés, et notamment l'Ambrosienne, pour la grande bibliothèque de Saint-Ambroise à Milan, qui est développée au début du XVIIe siècle et qui normalement accueille 6 chercheurs pensionnés pour travailler à plein temps, de cette manière, dans la bibliothèque. Enfin, la bibliothèque est présentée comme utile au public, justement parce qu'elle permet la publication. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, même qui n'est pas ouverte à tous les publics, est considérée comme jusqu'à un certain point public et utile au public dans la mesure où elle génère des travaux de publication et où notamment ces fonds manuscrits sont édités et sont mis en circulation par la publication. Donc il y a 3 aspects dans cette dimension de publicité voulue, mise en valeur, incitée des bibliothèques. Quelle est la place du bibliothécaire là-dedans? Disons que notre vision des choses, aujourd'hui, étant donné les bibliothèques que nous connaissons, sont que le bibliothécaire est au service du public. Voilà, c'est son rôle. Et effectivement, c'est quelque chose qui apparaît à l'occasion d'un certain nombre de figures de bibliothécaires. J'ai cité ici Malia Becchi à la Laurentienne, à Florence, qui est un des plus savants et des plus honnêtes hommes du monde, qui entretient commerce avec tout ce qu'il y a d'honnêtes gens et leur faire part de tout ce qui se fait à Florence. Alors, le bibliothécaire ici, ce n'est pas celui qui, concrètement, je dirais, assure forcément le service public dans la salle. On a vu que à la Vatican, il avait un homme sous lui pour donner les livres, donc c'est pas forcément la communication matérielle des volumes, mais c'est celui qui, à la fois, permet l'utilisation publique de la collection par sa mise en ordre, ses catalogues, et surtout celui qui informe sur ses ressources, notamment à la fois par le catalogue et par les correspondances. Le bibliothécaire fait savoir ce qu'il y a dans sa bibliothèque, donc en quelque sorte il la publie dans différents cercles, par des conversations, par des publications, par des correspondances, et il permet de cette manière aux intellectuels de ne pas perdre leur temps et de venir utilement à la bibliothèque pour venir travailler sur tel ou tel texte dont ils savent qu'il
il sera mis à leur disposition par le bibliothécaire. Donc il y a une mise en valeur du bibliothécaire lettré et qui accueille les lettrés de cette manière. Je soulignerai que ça n'est pas la caractéristique la plus fréquente des bibliothécaires qui est donnée. La caractéristique la plus fréquente du bibliothécaire qui est donnée, c'est en fait la caractéristique du bibliothécaire lettré. Le bibliothécaire est rarement décrit comme bibliothécaire en acte. Quand il est montré en acte, il est montré en train de préparer de futures grandes publications érudites ou d'avoir récemment publié une grande publication érudite. Le bibliothécaire est un savant, un docteur, un noble, un docte personnage qui est en train de préparer des travaux érudits ou qui vient d'en publier. Et il ne s'agit pas de séparer cela complètement de sa fonction de bibliothécaire, mais c'est associé à sa fonction de bibliothécaire, comme Horace Justinian à la Vatican, qui exerce cette charge avec un grand soin, s'employant continuellement à l'étude des bonnes lettres, ainsi que le témoigne le Concile de Florence, qu'il a fait imprimer avec des annotations. Donc il vient de publier une édition annotée du compte-rendu ou des actes du Concile de Florence, voilà, qui jusque-là a été simplement manuscrit. Et c'est en cela qu'il a bien exercé sa charge de bibliothécaire. Donc, les bibliothécaires sont plutôt caractérisés par leurs publications savantes et ils apparaissent en fait plutôt comme étant les premiers des lettrés accueillis dans ces bibliothèques et jusqu'à un certain point, je dirais que le fait même de nommer un bibliothécaire est pour le propriétaire de la bibliothèque le premier geste pour rendre sa bibliothèque publique et parfois un geste considéré par certains comme presque suffisant. Donc le bibliothécaire est celui, non pas le technicien, l'agent d'exécution sur le terrain qui va faire fonctionner la bibliothèque et accueillir le public, il est celui dont les travaux lettrés la rendent publique par les catalogues et les correspondances, comme je l'ai dit, parce qu'il fait connaître les ressources, par ses propres travaux de publication, parce que rendre la bibliothèque publique, c'est aussi en publier les ressources. Et le bibliothécaire doit en publier les ressources. Cela fait partie, notamment, de ses tâches, et parfois, pour certains d'entre eux, c'est plus rare, en faisant l'histoire de la bibliothèque. C'est moins fréquemment cité. J'en arrive à ma conclusion. Donc, ces histoires, ces traités diffusent des savoirs professionnels, bien qu'ils ne soient pas des traités techniques, ou parce que ce ne sont pas des traités techniques. Assurément, ce ne sont pas des manuels de bibliothéconomie, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et ils n'ont jamais prétendu l'être, ils ne prétendent pas décrire ni expliquer les missions et les tâches des bibliothécaires. Et comme je l'ai dit, ne s'adressent pas spécifiquement aux bibliothécaires, mais plus largement à une élite lettrée de collectionneurs, d'usagers, de mécènes potentiels, et donc aussi potentiellement à des bibliothécaires. Pourtant, ils ont été reconnus comme une lecture utile pour les bibliothécaires, et on peut se demander si ce n'est pas, en fait, à cause de cette démarche qu'ils ont été reconnus comme une lecture utile aux bibliothécaires, justement parce qu'ils ne construisent pas la figure du bibliothécaire en technicien. Petit rappel, l'avis pour dresser les bibliothèques de Gabriel Naudet ne s'adresse pas non plus aux bibliothécaires. Ce texte que tout le monde considère comme étant le premier traité de bibliothéconomie français ne s'adresse pas aux bibliothécaires, il s'adresse aux collectionneurs. Voilà. Tout simplement parce qu'au XVIIe siècle, le bibliothécaire n'est pas un technicien de la documentation. Ainsi, ces ouvrages contribuent doublement à la construction de sa culture, de son identité, de sa culture professionnelle, en dessinant en creux les savoirs et les compétences attendues, mais aussi par la manière, à travers ce discours de l'histoire des bibliothèques, la manière dont ces savoirs et ces compétences sont transmis. Ça n'est pas un manuel technique, mais bien un parcours historique destiné à des érudits avec de très nombreuses références, citations latines, auteurs de références, etc. Parce que cela vise bien à caractériser le bibliothécaire avant tout comme un intellectuel. On ne lui offre pas une fiche de poste, mais un idéal à atteindre.
En tant qu'intellectuel, il doit avoir, je dirais, l'intelligence de la bibliothèque et, de cette manière, être capable de la faire vivre. Bon, j'espère que ma démonstration vous a convaincu, parce que si vous vous dites que l'histoire des bibliothèques ne sert à rien pour former les bibliothécaires, j'ai plus qu'à revoir mon service pour l'année prochaine. Voilà.